Alors, bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Le beau temps commence à s'installer. Bienvenue à cette activité virtuelle de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord. Ce rendez-vous politique traitera de relance économique, comme vous l'avez vu évidemment dans l'invitation. Alors que la reprise économique se fait graduellement au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a une grande question qui demeure encore et probablement, évidemment, que vous vous la posez. Combien de temps va durer la crise? On ne le sait pas. Et quelle sera la voie pour assurer un développement durable et prospère pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean? Alors, je me présente. Mon nom est Sandra Rossignol. Je suis la vice-présidente exécutive et directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord. Je suis accompagnée du président de la Chambre de commerce et PDG de Port-Saguenay, Carl Laberge, et c'est nous qui animerons cette session de 1 heure. Alors, je vous présente nos deux invités, Martin Ouellette, député de René Lévesque, leader parlementaire du troisième groupe d'opposition, porte-parole en matière d'économie, de finances et de PME. Donc, bonjour Martin. Bonjour à vous tous. Ça nous fait plaisir de vous accueillir, Martin. Vous avez plusieurs concitoyens de la Côte-Nord qui sont présents aujourd'hui. Alors, permettez-moi de saluer les gens de la Côte-Nord. Moi aussi. Et Sylvain Godreau, que nous connaissons bien, que je connais depuis notre début de l'âge adulte, n'est-ce pas, Sylvain? Dis pas ça, Sandra, s'il te plaît. Député de Jonquière, porte-parole du troisième groupe d'opposition en matière d'énergie, d'environnement et de lutte contre les changements climatiques. Alors, bonjour Sylvain, c'est un réel plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Ça fait plaisir. Je vous explique un peu le fonctionnement. Donc, on a reçu des questions préalables. Vous pourrez en poser également. Nous allons vous inviter à garder votre micro fermé et nous allons vous interpeller lorsque ce sera le temps de poser la question. C'est pour éviter que ce soit cacophonique. Et si vous bougez votre souris, dans le Zoom, il y a un petit onglet qui s'appelle « Chat ». Alors, vous pourrez poser vos questions ou écrire vos questions ou dire que vous voulez poser vos questions, le mentionner ici et je vous donnerai la parole au fur et à mesure que les questions arriveront. Est-ce que vous avez des questions sur le fonctionnement? Donc, nous avons 1 heure ensemble et dans un premier temps, je laisserai la parole au président de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord, M. Carl Laberge. Merci beaucoup, Sandra. Donc, merci beaucoup à tout le monde d'être là. On a tout près d'une 50aine de personnes qui sont sur la conférence ce matin en premier lieu. Merci beaucoup à M. Godreau, M. Ouellette d'être avec nous ce matin. Ça nous fait plaisir de vous recevoir. Merci spécial aussi aux membres de la Chambre qui sont avec nous et puis aux membres du conseil d'administration. Comme Sandra l'a dit aussi, il y a des personnes de la Côte-Nord qui sont là aussi. Donc, ça nous fait plaisir de vous avoir avec nous sur la conférence. On sait qu'au niveau de la Chambre, malgré le contexte, on essaie de se réinventer, d'être là pour nos membres plus que jamais, puis d'être capable de vous offrir des contenus intéressants. Donc, jusqu'à maintenant, ça fonctionne bien. Puis je pense qu'on va continuer encore sur cette lancée-là aujourd'hui avec nos invités puis l'événement d'aujourd'hui. Nous sommes dans un contexte de déconfinement, de réouverture de l'économie. Au cours des dernières semaines, on l'a vu, les écoles, certains commerces, et puis c'est dans l'air du temps, comme on peut dire. Là. On va même avoir le droit de faire du sport apparemment bientôt. Donc, on voit que on est vraiment là. Donc, le thème de la conférence d'aujourd'hui, de la reprise économique, est très à propos. En même temps, on voit des nouvelles dernièrement là, au niveau de la région, nos piliers économiques, entre autres la forêt et l'aluminium. On voit qu'il y a beaucoup d'incertitudes qui sont soulevées autour de ça. On vit dans une nouvelle réalité. Donc, c'est un bon moment d'entendre la vision que les gens du Parti québécois et les deux députés qui sont avec nous ont aujourd'hui pour pouvoir répondre à nos questions. Donc, on a très hâte d'entendre ça, de voir comment vous entrevoyez l'avenir dans cette nouvelle réalité-là. Donc, sans plus tarder, Sandra, je te remercie et je te recède la parole. Merci, Carl.
Alors, la façon dont ça va fonctionner, Monsieur Gaudreault va vous adresser la parole, ensuite Monsieur Ouellette, et ce sera autour de vos questions. Alors, je vous présente rapidement Monsieur Gaudreault. Il est diplômé en histoire et en droit. Il enseigne au Cégep de Jonquière. Il a enseigné. Il enseigne de 2001 à 2007. Donc, il a enseigné, mais il pourrait revenir un jour, qui sait, pour finir sa carrière. L'avenir nous le dira. J'aimerais ça suivre un cours avec toi, moi, Sylvain. Je m'inscris au Cégep juste pour être dans la salle. Il est également chroniqueur d'affaires publiques pour le quotidien de 2002 à 2005, député de Jonquière depuis le 26 mars 2007. Il est principalement porte-parole de l'opposition en matière d'énergie, de jeunesse, de développement régional et d'éducation. C'est un politicien aguerri et très performant. Alors, Sylvain Gaudreault, je vous laisse la parole. Oui, merci. Merci beaucoup, Sandra. Merci beaucoup, Carl, pour l'accueil et merci beaucoup à la Chambre de commerce pour l'organisation de cette activité. Je veux évidemment remercier mon collègue Martin d'être là. Je veux également, le protocole oblige, mais surtout l'amitié oblige. J'ai vu passer le nom de Stéphane Tremblay, ancien député de Lac-Saint-Jean, alors qui est un ancien collègue, mais surtout un ami actuel que je veux saluer. Alors, je veux remercier la Chambre de commerce pour l'organisation de cette activité. C'est effectivement une situation tout à fait inédite, tout à fait inusitée dans laquelle nous nous trouvons, l'ensemble de la planète dans laquelle nous nous trouvons plongés présentement. En ce qui concerne l'avenir du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la situation actuelle est l'avenir du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Moi, je pense que nous devons regarder sur deux éléments. D'abord, une question à plus court terme, une question à moyen et long terme. Sur la question ou sur les interventions sur le court terme, moi, c'est ce que j'appelle consolider nos acquis. Alors, il faut le faire dès maintenant, mais aussi pour la suite quand la crise sera davantage derrière nous. Consolider nos acquis, je l'ai mis en 4 éléments. Consolider nos acquis, ça veut dire d'abord s'assurer que Rio Tinto continue ses investissements, continue sa présence forte dans notre région. Je vous avoue que je suis très inquiet. Quand je vois les données sur les inventaires à travers le monde, la baisse historique des prix de l'aluminium, les mesures de traçabilité sur les exportations canadiennes aux États-Unis qui ont été mises en place il y a quelques semaines à peine du côté des États-Unis, les propos de Jean Simard, il n'y a pas plus tard qu'hier, qui disait que le Saguenay-Lac-Saint-Jean doit oublier des investissements en aluminium, donc Jean Simard de l'Association canadienne de l'aluminium. Alors moi, je suis très inquiet pour nos acquis avec Rio Tinto, notamment pour les salles précuites du côté d'Arvida. Donc, il faut absolument qu'on se mobilise comme région pour obtenir des réponses claires, le maintien des investissements, le maintien des actifs et qu'on commence déjà à regarder pour le futur. On va avoir l'occasion d'en reparler. Deuxième élément dans la consolidation des acquis, c'est avec produits forestiers résolus. On a vu la fermeture des machines 9 et 10 du côté d'Alma la semaine passée. On a eu une occasion en or pour aller chercher des réponses de la part de la compagnie avec les investissements qui sont reliés au projet de loi 50 sur le bail de la rivière Chipcha pour produits forestiers résolus. Les deux autres acquis sur lesquels nous devons travailler pour les consolider, c'est notre expertise et l'innovation autour de l'enseignement supérieur. Donc, l'Université du Québec à Chicoutimi et les 4 cégeps dans la région qui sont extrêmement performants, qui ont une réputation internationale. Dans le contexte de la pandémie, il risque d'avoir de la baisse, par exemple, d'inscription d'étudiants internationaux parce que ça va être des cours, ça risque d'être des formations qui se donnent à distance si la pandémie se poursuit. Le financement également de l'université et des cégeps en région. Donc, moi, ça m'apparaît tout à fait important. Le dernier élément, et là, je me réfère à vos sondages. Le sondage qui a été fait par le regroupement des chambres de commerce du Saguenay-Lac-Saint-Jean au mois d'avril, 51% des entreprises sondées ont dû cesser leur activité. Alors, j'ai lu ça avec attention. Mais il y a aussi les sondages réguliers qui sont faits par la Fédération canadienne des entreprises indépendantes
Puis j'achève, Sandra, là, je vois que tu me regardes, mais le sondage de la Fédération canadienne des entreprises indépendantes qui démontre au Saguenay-Lac-Saint-Jean que la moitié des entreprises, donc 50% des entreprises qui sont fondées par la Fédération canadienne des entreprises indépendantes, s'inquiètent pour leur endettement. Donc, l'endettement des entreprises pour la suite des choses avec la COVID. Alors, ça, c'est mes inquiétudes immédiates. Quand je dis qu'il faut consolider nos acquis, ce sont sur ces 4 éléments, Rio Tinto, PFR, enseignement supérieur, endettement des entreprises. Et je vais rapidement, on va avoir l'occasion sûrement d'y revenir, sur les opportunités à court et c'est-à-dire à moyen et à long terme. Vous ne serez pas surpris de m'entendre parler de saisir les opportunités reliées à la transition énergétique, reliées à une transition forte vers une économie verte et une transition juste pour nos travailleurs et nos travailleuses, et de prévoir une véritable décentralisation dans les régions du Québec et des investissements massifs pour implanter Internet haute vitesse partout. Alors, j'ai eu l'occasion, moi, d'appeler ça, pour prendre une image forte, là, le plan Marshall du 21e siècle de reconstruction. Alors, on pourra y revenir plus tard dans la discussion. Alors, voilà, merci. Merci, M. Gaudreault. Je vous présente Martin Ouellette. Martin a été élu député à l'Assemblée nationale le 9 novembre 2015. Il a auparavant été directeur général de la SADC Manicouagan de 2007 à 2015, superviseur des ressources humaines chez Abitibi-Bowater de 2001 à 2007 et agent de projet de la Chambre de commerce de Bécomo de 2000 à 2001. Il est diplômé de l'Université Laval en relations industrielles. Alors, merci Martin Ouellette d'être présent aujourd'hui. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour l'invitation. Je pense que lorsque la Côte-Nord et le Saguenay-Lac-Saint-Jean travaillent ensemble, c'est tout l'Est du Québec qui se trouve solidifié. Et on aura besoin de cette solidarité-là entre les deux régions, puisque cette pandémie amène des situations exceptionnelles, mais une crise exceptionnelle. Et comme Sylvain en faisait mention tout à l'heure, les statistiques et les sondages faits par la FCEI, mais aussi par le regroupement des chambres de commerce, sont assez éloquentes. Les gens sont à risque dans le milieu de l'entrepreneuriat. Nos grandes entreprises aussi font face à de nombreux défis. Et il y a différents programmes qui ont été mis en place pour aider les entreprises, mais malheureusement, certains sont laissés pour compte. Il n'est pas faux de penser que dans la panoplie de programmes qui ont été offerts, ils n'atteignent pas effectivement toutes les mesures que les entreprises voudraient. On parle beaucoup de prêts ou de garanties de prêts. Il y a très peu ou quasiment pas de subventions directes aux entreprises et c'est le signal d'alarme qui nous est donné dans l'ensemble de l'industrie. Le gouvernement du Québec a donné certains programmes, je vous dirais, à rebours avec le gouvernement du Canada. On a eu l'opportunité de voir certains correctifs être apportés, considérant que les programmes fédéraux n'étaient pas suffisants pour couvrir des pans de l'économie québécoise, mais il reste encore du travail à faire. Je veux juste vous rappeler que depuis environ un mois et demi, on a l'opportunité, tous les partis d'opposition, d'échanger avec le ministre de l'Économie sur le plan qui est mis de l'avant par le gouvernement et on essaie effectivement de moduler les différents programmes pour s'assurer de laisser personne derrière. Et c'est ça la plus grande préoccupation du Parti québécois présentement, c'est qu'on laisse aucun entrepreneur, aucune entreprise derrière pendant cette crise. Et pour nous, il faut déployer tous les moyens nécessaires, oui, pour être capable de survivre pendant le confinement ou les premières phases du déconfinement, mais à moyen et long terme, il faut que l'ensemble de notre tissu industriel, notre tissu commercial existe encore pour permettre à nos régions d'être encore florissantes et de garantir de l'activité économique pour tous nos travailleurs et nos travailleuses. Cela étant dit, tout à l'heure, on pourra parler d'aide directe aux entreprises parce qu'on a parlé beaucoup de prêts dans cette crise, mais il y a peu ou pas de subventions. Donc, je suis convaincu qu'on aura des questions à ce sujet-là, Sandra, comment est-ce que le gouvernement pourrait aider les entreprises. Mais du côté des grandes entreprises aussi, la Côte-Nord et le Saguenay-Lac-Saint-Jean partagent un tissu industriel très fort dans l'aluminium et du côté de la forêt aussi. Et donc, moi, je suis extrêmement préoccupé de la fragilité de nos grandes organisations dans ce contexte-là parce que mondialement, les marchés font face à d'énormes soubresauts. Et j'espère qu'on aura ici au Québec les moyens nécessaires pour permettre à ces grandes entreprises-là de tirer leur épingle du jeu à l'intérieur même de leur propre filiale, de leur multinationale. Ça veut dire que les Rio Tinto et les Alcan de ce monde et les Alcoa devraient effectivement être capables de tirer leur épingle du jeu à l'intérieur même de leur propre structure internationale. Et j'espère que le gouvernement du Québec sera au rendez-vous. Et la même chose du côté de Forestier Résolu.
il va falloir que le gouvernement donne effectivement des indications très claires de quelle façon on va supporter nos entreprises et nos industries. Elles font partie du tissu entrepreneurial et du tissu économique important de nos régions. Et c'est pas vrai qu'on doit les laisser, effectivement, les laisser pour compte à travers cette crise. Cela étant dit, il reste encore beaucoup de place à améliorer les programmes existants. L'endettement des entreprises est le problème numéro 1. Les entreprises commencent à se déconfiner tranquillement, mais ils sont encore à risque parce qu'ils manquent de liquidité. Et ils sont aussi à risque parce que c'est eux qui doivent payer présentement la mise en place des mesures sanitaires dans leur entreprise. Donc, c'est des coûts supplémentaires, de l'endettement supplémentaire. Donc, on n'est pas encore sorti de cette crise. Il va falloir ensemble, collectivement, qu'on ait les coups des franches et qu'on se donne les moyens de réussir à relancer notre économie. Et je pense que ça va le faire en solidarité et en collaboration, notamment dans l'Est du Québec. Merci, M. Ouellette. Puis d'ailleurs, je donnerai la parole pour la première question à Catherine Boulay, qui est vraiment en lien avec ce que vous avez dit. Catherine, qui est une travailleuse autonome, qui a sa business, qui a dû, évidemment, dans le secteur de l'événementiel, qui a dû, évidemment, presque cesser ses opérations. Alors, Catherine, j'ai vu que tu étais là. Alors, tu peux ouvrir ton micro et poser directement ta question à M. Gaudreault et M. Ouellette. Oui, alors, bon, mais je viens quand même un petit peu mal à l'aise avec tout, disons, les discours qu'on vient d'avoir, de poser ma question pour un secteur particulier qui est mon domaine, avec tout ce qui est touché. Je sais que c'est peut-être très précis, mais bon, je vous dirais qu'actuellement, la situation en événementiel est beaucoup à long terme. Je sais que ça sera le cas aussi pour bien d'autres, mais bon, je prêche pour ma paroisse, mais en étant dans ce domaine, et surtout comme un peu entreprise individuelle, on se rive un peu le nez à la fermeture de certains programmes qui sont en place, et pourtant, il y en a quand même beaucoup. Alors, c'est toujours un petit peu problématique de ce côté-là, surtout sur le fait que les prélèvements au niveau des entreprises individuelles ne sont pas admissibles pour la grande majorité des programmes. Alors, et pourtant, lorsqu'on regarde au niveau des travailleurs autonomes, on se doit, comme tous, de payer nos cotisations d'assurance-emploi, de RRQ, et même qu'au Québec, on paye une partie employeur et employé. Donc, il y a une partie un peu d'injustice par rapport au fait que, justement, les prélèvements ne sont pas autorisés, ne sont pas retenus comme salaire. Alors, je voulais voir s'il y avait des actions qui étaient posées pour aider, justement, les travailleurs autonomes, les entreprises individuelles, comme l'agence 4B l'est, pour élargir, dans le fond, les programmes, pour, dans le fond, justement, nous permettre de relancer notre entreprise et faire en sorte de traverser cette crise et demeurer en affaires, ce qui est notre objectif à travers tout ça. Oui, Sandra, est-ce que je peux dire un petit mot, puis après ça, je vais laisser la parole à Martin? Alors, oui, alors, Mme Boulay, merci de votre question. Puis je veux vous rassurer, là, il n'y a pas de mauvaise question dans cet exercice. Je veux vous féliciter d'abord pour votre entreprise. Je pense que le travail autonome, l'entrepreneuriat est une des pistes d'avenir, justement, de notre région. Donc, vous avez participé à ça et vous en êtes une démonstration. Moi, ce que je veux vous dire de façon plus large, puis Martin pourra y aller de façon un petit peu plus précise, mais moi, ce que je constate, c'est que depuis le début de la crise, si on se reporte au 12 mars, le monde culturel et le monde événementiel comme le vôtre ont été les premiers touchés. Moi, je me souviendrai toujours de la première conférence de presse de M. Legault qui a dit, bien là, on interdit les rassemblements de 250 personnes et plus. Alors ça, là, ça venait toucher l'événementiel de plein fouet et ça venait toucher le monde culturel de plein fouet. Et malheureusement, ce type de rassemblement risque d'être les derniers qui seront déconfinés. Fait que vous avez été les premiers touchés et les derniers qui seront libérés, si on veut, du déconfinement. Alors moi, je pense que ça prend une attention tout à fait particulière pour cette réalité-là, d'abord et avant tout. Il y a un soutien plus important parce que c'est les deux bouts du spectre, du début et de la fin.
Pour les mesures plus précises pour les travailleurs autonomes, j'aimerais laisser la parole à Martin. Oui, merci beaucoup, Mme Boulay, pour votre question. Effectivement, vous tombez dans une catégorie qui n'est pas couverte par les différents programmes. Et à moins que je me trompe, je pense que le seul programme ou le seul aide qui vous est offerte présentement, c'est la prestation d'urgence canadienne qui couvre les travailleurs autonomes. À moins que je me trompe, mais c'est le seul moyen financier que vous avez présentement. C'est bien ça? Oui, c'est exact. C'est exact, mais dans un sens, si on veut poursuivre, il faut aussi laisser tomber le PCU. Et effectivement, et c'est ce que les gouvernements nous amènent à faire lorsqu'ils parlent de déconfinement de l'économie et des commerces. Ils veulent qu'on reprenne une activité économique. Encore faut-il qu'on ait cette activité économique-là disponible et qu'on soit capable d'y gagner notre vie. Donc, effectivement, dans le cas des travailleurs autonomes, c'est particulier et malheureusement, je pense que du côté du Québec, on a laissé la place au gouvernement du Canada avec son programme et on n'a pas paramétré des programmes supplémentaires pour venir effectivement boucher certains trous qui fait que le programme actuel ne couvre pas l'ensemble des situations. Donc, de mon côté, et j'ai l'opportunité d'échanger à plusieurs reprises avec le ministre de l'Économie, comme je le disais tout à l'heure, il reste à paramétrer certains programmes et pour nous, il est évident qu'il faut laisser personne derrière. Donc, s'il y a des situations particulières, c'est le rôle du Québec, au-delà du fait que le gouvernement fédéral a voulu aider le plus de monde possible partout à travers le Canada. Je ne dis pas que c'est une mauvaise mesure, je dis qu'au final, on a un peu égalisé les chances pour tout le monde, mais c'est aussi le rôle du gouvernement du Québec de laisser personne de côté et s'assurer que dans son économie à elle, ceux et celles qui ne sont pas admissibles dans les différents programmes puissent bénéficier d'une aide pour aller de l'avant. Donc, de ce côté-là, vous pouvez effectivement compter sur ma participation et celle de Sylvain pour porter effectivement cette situation-là aux oreilles du gouvernement et de trouver une façon de mettre en place de nouveaux programmes. Parce que oui, il y en a qui ont été mis de l'avant. Je pense aux fonds locaux d'investissement qui ont été paramétrés directement dans les anciens CLD. Mais encore une fois, il y a des critères d'admissibilité qui, je pense, Mme Boulay, ne vous qualifient pas. Donc, lorsqu'on égrène tout ça, au final, on se rend compte qu'il y a des laissés-pour-compte et pour nous, il est tout à fait inadmissible que peu importe le type d'entreprise, peu importe la façon dont vous l'avez opéré, il est tout à fait légitime pour vous de rêver à l'opérer dans le futur. Et pour participer à la relance économique, on veut laisser personne derrière. Donc, pour ce qui est de votre cas, Mme Boulay, on va s'assurer de trouver une façon de convaincre le gouvernement d'en mettre un peu plus et d'aider un peu plus ces travailleurs autonomes qui sont présentement laissés pour compte. Merci beaucoup. Prochaine question de Jean-Bernard Chrétien. Je sais qu'il est là. Alors, Monsieur Chrétien, veuillez activer votre micro. Et vous avez une question concernant la construction d'un pont entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine. Alors, je vous laisse la parole. Oui, donc tout à fait. Bien, c'est un dossier qui était assez balbutiement là, avant le début de cette saga-là. Là. On parlait d'études préliminaires. Là. Sûrement que M. Ouellet est plus au courant, mais maintenant qu'on peut se mettre à douter là, de la faisabilité là, ou en tout cas de la pertinence du troisième lien à Québec, je pense que ce projet-là et ses disponibilités en termes de budget d'infrastructure vont peut-être se rendre plus facilement accessibles. Là. Puis ben, pour nos régions, c'est sûr que pour les contracteurs, ça serait important, là, un projet d'envergure là, de cette nature-là. Ça, c'est du point de vue économique puis industriel. Puis c'est sûr qu'on sait que du point de vue environnemental, moi, j'ai des grandes réticences là, avec le fonctionnement des traversiers, là, qui sont non seulement un gouffre au niveau de l'entretien puis des frais que ça engendre, mais aussi là, qui sont en plein dans le cœur de la vie marine là, du Saguenay et du fjord. Fait que je voulais savoir un peu votre opinion là-dessus, puis sur le nouvel élan donné à ce dossier-là, finalement, là, du lien Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine. Oui, merci beaucoup pour la question. Effectivement, on a parlé beaucoup et on parle encore du confinement de la Côte-Nord, mais la volonté de la région de ne pas être désenclavée pour le futur demeure. On a eu des correspondances avec le ministère des Transports dernièrement. Évidemment, plusieurs des projets ont été mis sur pause considérant la gestion de la crise qui devait être faite, mais on a eu la certitude que les études allaient se poursuivre et que le travail qui devait être amorcé allait effectivement se continuer. Donc, les appels d'offres devraient être lancés sous peu. Les consortiums pourraient effectivement être appelés à proposer les appels d'offres déjà pour mettre à jour les études de préfaisabilité et surtout, et ça c'était le point d'ancrage le plus fondamental, c'est qu'il y ait un lien direct entre le ministère du Transport, mais aussi les communautés qui seraient touchées de près ou de loin
par l'arrivée de cette infrastructure. Donc, pour nous, c'était, je vous dirais, un point fondamental pour aller un peu plus loin dans cette réflexion-là de la pertinence de mettre un pont entre les deux rives pour que la région puisse effectivement avoir sa voix au chapitre. Et quand je dis la région, c'est toutes les régions qui sont touchées, autant du côté de la Gaspésie, autant du côté, de Tadoussac, Baie-Sainte-Catherine, la Côte-Nord, mais aussi du côté de Sacré-Cœur et du fjord du Saguenay. Donc, ça, on a eu la certitude que ça va demeurer. Donc, on attend des nouvelles pour la suite. Évidemment, on parle d'études, donc il n'y a pas d'infrastructure ou de construction qui va se faire. Mais pour nous, ça demeure encore et toujours un projet pertinent. Et il n'y a pas personne du côté de la Côte-Nord qui a baissé la garde pour revendiquer d'aller un peu plus loin de ce côté-là. La seule nouvelle qu'on a eue dernièrement, c'est que la municipalité de Tadoussac s'est positionnée pour les aires d'attente du côté du traversier de Tadoussac parce qu'on sait que ces aires d'attente-là étaient problématiques du côté de la sécurité. Et donc, le Tadoussac a fait son choix et le ministère des Transports devra aller un petit peu plus loin par la suite pour procéder déjà aux études et à la mise en place, tôt ou tard, à des nouvelles infrastructures pour sécuriser la zone d'attente du côté de Tadoussac. Donc, les gens de la Côte-Nord sont encore mobilisés. Évidemment, on attend le nouveau cadre temporel du ministère des Transports, mais pour nous, il est inconcevable qu'à travers cette crise, ce projet-là soit mis de côté. Il est tout aussi pertinent et je pense que le ministère des Transports est du même avis que nous. C'est bien, M. Chrétien. Merci à vous. Prochaine question. Stéphanie Desforges, responsable des communications, directrice des affaires publiques à Port-Saguenay. Merci, Sandra. Merci, M. Gaudreault, M. Ouellette, pour l'exercice. C'est franchement pertinent. C'est de partager ensemble. Bravo à la Chambre. Moi, je vais vous parler de la zone industrielle-portuaire. M. Gaudreault, vous la connaissez bien aussi, plus spécifiquement. On a la chance au Saguenay d'avoir une des plus vastes zones industrielles-portuaires au Canada qu'on a développée avec le gouvernement du Québec depuis plusieurs années. C'est un actif très stratégique dans la relance qui s'amène. Et je vous entendais tout à l'heure vous parler de l'importance de saisir les opportunités. Et ce qu'on a la chance au Saguenay, c'est d'avoir plusieurs projets industriels. Certains sont autorisés, certains sont en voie de des projets qui sont prêts à se lancer. Et on sait que cette rapidité-là devient très stratégique dans une période de reprise économique. On vous entend aussi parler beaucoup des piliers, de la forêt, de l'aluminium, de réclamer des investissements au Saguenay. Et ce qu'on entendait, on a entendu les mêmes propos de M. Simard que vous et on partage aussi cette inquiétude-là par rapport aux investissements qui ne se feront pas visiblement à court et à moyen terme. Ça nous rappelle en fait toute l'importance de la diversification économique à Saguenay. Ça vient mettre en lumière ce besoin-là. Cette situation pandémique-là et cette reprise économique. Alors, moi, ma question, c'est quand on pense à ces projets industriels-là qui sont en développement, je pense à Métaux Blackrock, Ariane Phosphate, GNL, comment vous pouvez nous aider, en fait, à faire atterrir ces projets-là dans la région alors qu'ils deviennent plus importants que jamais dans la situation actuelle? Oui. Alors, merci beaucoup pour votre question, Madame Desforges. Puis, j'apprécie le ton parce que je pense que tout le monde connaît ma position sur la question de GNL Québec, là. Puis, je n'ai pas l'intention de me défiler ici. J'ai toujours été très clair sur ce projet-là. Je pense que Carl est au courant, les gens de la Chambre de commerce sont au courant et tout le monde dans la région est au courant, effectivement. Ceci étant dit, pour ce qui est des autres projets, Ariane Phosphate, Métaux Blackrock, c'est des projets qui, sur le plan des autorisations réglementaires, ont eu une longueur d'avance à l'heure actuelle. Moi, en ce qui concerne Ariane Phosphate, je suis favorable à l'installation de facilités de transport dans le fjord du Saguenay, mais avec un impact là, qui correspond aux besoins de l'entreprise. Et j'avais eu l'occasion de le mentionner lors du débat à la campagne électorale en 2018 qui avait été organisé justement par la Chambre de commerce. Pour ce qui est de Métaux Blackrock, je comprends qu'il y a encore des enjeux de financement là, à l'interne de l'entreprise. Alors ça, je souhaite évidemment qu'il y ait des investisseurs qui lèvent la main et qui puissent rassurer là, les bases de ce projet-là. En ce qui concerne GNL Québec, écoutez, moi je pense que ce n'est pas le type de projet qui correspond à la vision
que nous avons au Parti québécois pour l'avenir du Québec, mais pour l'avenir du Saguenay-Lac-Saint-Jean en particulier. On sait que c'est un projet qui a aussi des défis majeurs en termes de financement et en termes d'investissement de la part d'investisseurs internationaux. C'est un projet également qui pose de sérieuses questions sur les ambitions du Québec, les ambitions du Canada, mais les ambitions internationales également en termes de cibles de réduction de gaz à effet de serre. Et pour moi, c'est un engagement fondamental, un engagement du Québec, mais un engagement de la planète également. Et je pense que dans le contexte actuel, nous avons une opportunité pour donner une vision d'avenir au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je suis entièrement d'accord avec vous pour dire qu'il faut diversifier notre région. Cette diversification-là passe à la fois par le type de production économique, pas juste l'aluminium, pas juste la forêt. Ça nous prend du manufacturier, mais aussi cette diversification doit aussi passer par le type de gouvernance ou de propriété d'entreprise. Ça veut dire de soutenir de l'entrepreneuriat, de l'émergence d'entreprises qui nous appartiennent. Et moi, je pense que la transition réelle vers la production d'énergie renouvelable, qui vont soutenir la transition énergétique de toute façon, qui est le prochain défi du 21e siècle. Même chose avec l'économie verte. Nous avons la région la mieux positionnée pour être les champions mondiaux de cette transition énergétique vers des énergies renouvelables et vers l'économie verte. Je vais juste vous donner quelques exemples. Puis je ne veux pas être trop long, là, mais évidemment, il y a les enjeux d'aluminium qui sont importants à l'heure actuelle. Mais moi, j'avais beaucoup d'espoir avant la COVID, mais il va falloir qu'on poursuive le travail pour après, pour les investissements pour ELYSIS, production de carbone, d'aluminium sans carbone. Je ne veux pas que la recherche se fasse simplement au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je veux qu'il y ait aussi la production de cet aluminium, la quête du Saint Graal, de l'aluminium totalement vert. Je veux que ça se fasse au Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'ai vu également, juste un peu quelques semaines avant la COVID, les investissements dans la fibre cellulosique de produits forestiers résolus. Alors ça m'apparaît extrêmement intéressant comme filière à développer. J'ai rencontré un groupe génétique qui a développé une expertise tout à fait extraordinaire qui correspond à peu près à 60 emplois pour construire des usines de biométhanisation à partir du fumier agricole. Ils en ont fait une dans le centre du Québec. Alors, il faut qu'on poursuive dans ce type d'investissement-là. Je pense à l'entreprise Voltra Technologies qui a gagné d'ailleurs un Dubuc en 2018 dans la catégorie innovation technologique là, pour la production de matériaux uniques pour récupération d'huile. Je pense également à CoopSag, à Industrie GRC, qui sont des leaders et ils sont uniques au Québec pour la production des bornes de recharge de véhicules électriques. Alors, pour moi, ça m'apparaît les filières intéressantes qu'il faut continuer d'encourager et de soutenir. Puis en plus, ce sont des entreprises, dans le cas de Voltra, dans le cas de CoopSag, dans le cas de Industrie GRC, qui nous appartiennent et qui appartiennent à des jeunes entrepreneurs de chez nous avec des fonds de chez nous. Alors, ceci étant dit, je pense que c'est vers ça qu'il faut aller. Ça prend aussi une intervention de l'État pour soutenir cette transition vers une économie verte. Là-dessus, il y a beaucoup d'éléments sur lesquels nous pourrions parler éventuellement. Mais je veux terminer quand même avec le port Saguenay, les installations de port Saguenay. Je veux vous dire que j'y crois fondamentalement parce que dans les défis qu'on a dans la lutte contre la crise climatique, le plus gros enjeu est dans la production de CO2 dans les transports. Alors, les chemins de fer et le transport par bateau sont des outils pour réduire les GES. On avait travaillé très fort, Carl, je pense que tu t'en souviens, pour l'entrepôt de glaise du côté de Port Saguenay pour éviter le camionnage là, pour produits forestiers résolus. Et je pense que c'est un bel exemple là, de genre de dossier qu'il faut qu'on mène pour faire en sorte de maximiser l'utilisation du port comme une infrastructure du 21e siècle qui nous permet d'effacer et d'éliminer des gaz à effet de serre sur l'ensemble de la planète parce qu'on est capable de retirer, par exemple, des camions sur la route par le transport maritime.
Merci beaucoup, M. Gaudreault. Il y a une question maintenant de Vassilis Fasfalis du groupe Gilbert. Oui, merci Sandra de prendre ma question. Bonjour M. Gaudreault, M. Ouellet. Comme Sandra vient de le mentionner, je travaille pour une importante la croissance de notre entreprise s'explique par le fait d'avoir saisi des opportunités d'affaires suite à des investissements privés importants dans le passé pour l'aluminium et les papeteries et suite à des méga projets publics comme la route du parc des Laurentides et le complexe hydroélectrique de la Romaine qui sont maintenant derrière nous, comme un peu vous l'avez d'ailleurs reconnu là, dans vos introductions respectives, M. Gaudreault et M. Ouellet. Ces projets privés et publics ont été en quelque sorte des bougies d'allumage en matière de développement économique régional. Aujourd'hui, des projets industriels privés qui dépassent des investissements de 15 milliards de dollars d'argent neuf dans la région se dessinent, dont ceux de BlackRock et de GNL Québec qui intéressent particulièrement notre entreprise en raison évidemment de leur fort volume de travaux civils, miniers et industriels. Je respecte en fait votre opinion, mais M. Gaudreault, mais je trouve ça très malheureux que vous soyez contre un projet comme GNL Québec, un projet industriel qui semble créateur de stabilité et d'emploi, car je crois qu'il y a moyen de respecter le tissu industriel régional et la grade d'entrepreneurs qui travaillent et qui s'y trouvent, tout en faisant des grands projets industriels avec des normes environnementales qui sont les nôtres et qui sont parmi les meilleures dans le monde. Donc, ma question a deux volets. Premièrement, vous, de votre côté, M. Gaudreault, quel promoteur privé ayant des capitaux importants vous avez qui sont prêts à investir leurs fonds dans la région en développant des méga-projets qui peuvent assurer là, cette pérennité et cette croissance auprès des entreprises comme la nôtre? Et le deuxième volet de ma question, c'est quelles sont vos solutions concrètes pour attirer de l'investissement privé au Saguenay-Lac-Saint-Jean et ainsi créer des nouvelles bougies d'allumage économique pour assurer un développement économique régional pour les années à venir dans notre région? Oui, alors merci, M. Fasfalis, de votre question, qui ne me surprend pas parce que j'ai l'occasion de vous suivre un peu sur les réseaux sociaux. Je veux vous dire que j'ai énormément de respect envers le groupe Gilbert, qui pour moi sont moi je pourrais dire, j'hésite entre pionniers et constructeurs. Là, c'est peut-être les deux ensemble. Donc, c'est des constructeurs de la région. C'est des pionniers qui ont fait en sorte que notre région a des infrastructures de qualité comme celles que l'on connaît aujourd'hui. Puis je viens d'une famille où il y avait une entreprise de construction aussi, donc je connais, je suis bien sensible à ces réalités-là. Maintenant, vous savez, plusieurs personnes me disent « Ah, Sylvain, qu'est-ce que tu as en contrepartie de GNL Québec là, de 14 milliards? » Sylvain Gaudreault, le député de Jonquière, n'a pas un projet de 14 milliards dans sa poche. Là. Puis il n'y a jamais eu un député qui a ça. Je ne pense pas que ce soit le rôle du député. Et je ne pense pas non plus que c'est un député en particulier qui a amené l'intérêt d'un groupe comme GNL Québec à faire un projet au Saguenay-Lac-Saint-Jean ou sur l'ensemble du Canada ou du Québec. Le rôle du député, c'est d'être un facilitateur. Le rôle du député, c'est d'être un leader dans sa région pour mobiliser des gens. Dans ce sens-là, moi, ce que je propose comme vision, c'est une vision d'avenir de notre région qui est à beaucoup plus long terme et dans laquelle chaque entreprise, notamment les entreprises de construction, peuvent y trouver leur compte de façon continue. Quand on parle, par exemple, de la production d'aluminium carboneutre avec Elysis, qui est une co-entreprise entre Apple, Rio Tinto et Alcoa. Je pense que c'est un très, très gros investisseur qu'on a devant nous et je souhaiterais que la région mette beaucoup d'énergie
pour dire on veut que la production de cet aluminium carboneutre soit chez nous au Saguenay-Lac-Saint-Jean parce qu'on a déjà l'aluminium le plus vert au monde. Mais là, il serait plus vert que vert. Et je suis convaincu que dans cette filière d'Elysis, il y aurait de la place en masse pour des entrepreneurs en construction ou toute la filière des équipementiers et des autres entrepreneurs, notamment le groupe Gilbert. L'autre élément, quand je parle d'économie verte, quand je parle de transition énergétique, je sais que des entreprises comme le groupe Gilbert seraient certainement les premiers à être au rendez-vous, avec raison d'ailleurs de le faire, mais aussi avec toutes leurs compétences, entre autres dans le grand défi qu'on a en termes d'efficacité énergétique. Juste pour vous donner une idée, là, il y a un potentiel, ça c'est des chiffres de 2017, là, de réduction de 22 de la consommation d'électricité et de 13 dans le gaz naturel, juste dans les infrastructures qui sont déjà installées au Québec. Ça veut dire de travailler pour revoir, par exemple, l'efficacité des bâtiments, pour être capable de changer le mode de chauffage des entreprises ou des grandes surfaces, de créer de nouvelles usines ou de nouvelles installations de production de biomasse, de biométhanisation comme le groupe génétique que je vous parlais tout à l'heure. Maintenant, quand vous me dites quelles solutions concrètes à proposer, moi j'ai eu l'occasion de proposer rapidement à Promotion Saguenay de créer une genre d'escouade ou une direction de prospection en économie verte. J'ai eu un accueil quand même intéressant de la part de Michel Potvin, le président, et de Patrick Bérubé, le directeur général. Moi, je pense que, et pour connaître un peu ce qui se fait à l'échelle internationale, là, pour aller dans les rencontres internationales en lutte contre les changements climatiques, il y a tout un marché incroyable à aller chercher là. Donc, la première chose à faire, là, il faut que la région se mobilise. D'ailleurs, moi, j'invite la Chambre de commerce et d'industrie du Fjord du Saguenay, ne serait-ce que de consacrer la moitié des énergies que vous consacrez à faire la promotion de GNL Québec. C'est correct, c'est un choix politique que vous avez fait, je le respecte, mais juste mettre la moitié de cette énergie-là à démontrer tout le potentiel qu'on a en économie verte, puis en création d'emplois, puis en création de richesses, en économie verte, puis en transition énergétique. On a des entrepreneurs qui n'attendent que ça. Quand je vous parle d'industrie GRC, quand je vous parle de coupe-sag, quand je vous parle de tout le potentiel en efficacité énergétique qu'on peut faire au Québec, je pense que c'est vers ça que la région doit aller. Et de toute façon, la transition vers des productions d'énergie renouvelable et d'une économie sans carbone, elle est là devant nous et elle n'attend qu'on soit le principal joueur. Puis je termine là-dessus. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que des grands fonds d'investissement comme BlackRock, pas la compagnie minière, là, mais le fonds d'investissement BlackRock a annoncé qu'il se retirait de tous les projets en énergie fossile. Le Fonds monétaire international, écoutez, c'est pas rien, là, a dit également qu'il fallait faire cette transition vers l'économie verte. Même chose avec la Banque européenne d'investissement, la BEI, qui se retire de tout investissement dans les énergies fossiles. Alors, ces signaux-là, puis je pourrais vous en nommer d'autres, ces signaux-là, ils sont au rendez-vous. C'est à nous de saisir cette opportunité pour que le Saguenay-Lac-Saint-Jean devienne le leader mondial dans l'économie verte et les énergies renouvelables, qui sont, soit dit en passant, 10 fois plus créateurs d'emplois que dans les énergies fossiles. Et ça, c'est les chiffres qui sont produits par les institutions internationales. Merci, M. Gaudreault. Vous m'avez interpellé, donc je vais répondre à votre interprétation. Donc, si vous regardez tout ce que la Chambre de commerce fait, vous allez voir qu'il n'y a pas 50 de notre énergie qui sont pour promouvoir GNL. Je pense que vous vous trompez fortement. On supporte les entreprises, on fait beaucoup d'actions et sincèrement, j'espère que vous ne le pensez pas vraiment. Parce que nous travaillons pour l'économie du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et juste pour vous dire, je trouve que vous avez une vision super intéressante. Puis, sincèrement, j'épouse votre vision.
Mais la seule chose, c'est que ce qui m'inquiète, c'est que présentement, là, on est en mai 2020. Il n'y a aucun investissement à attendre dans l'aluminium, une période difficile. Donc, Elysis, c'est un merveilleux projet, mais on est absolument loin de la production et de la création d'emplois. Il n'y a aucun projet majeur d'infrastructure publique potentiel à venir dans notre région. On risque de perdre beaucoup de monde à moyen et long terme parce qu'on n'a pas d'investissement. Notre industrie touristique sera au mieux ralentie là, pour plusieurs années à venir et je m'entretenais avant-hier avec Julie Dubord de l'ATR et il y a une grande, grande inquiétude. Donc, devant ça, et ce que vous proposez, c'est des projets à très long terme. Et effectivement, on tend vers ça. Puis j'ai des enfants, moi, que j'entends brasser. Là, j'ai de la misère à me concentrer parce que ça brasse, là, mais qui sont extrêmement proches de l'environnement. Mais qu'est-ce qu'on peut leur offrir là, concrètement, avec quel promoteur, avec quel fonds, comment on se relève à court terme? Et ça, j'ai une inquiétude dans votre discours parce que je crains, moi, que dans 5 ans, dans 6 ans, dans 7 ans, on soit au même point qu'on est là si on n'appuie pas nos projets qui sont en travail depuis des années. Des années. Ça fait 10 ans que Métaux BlackRock travaille le projet. On est là. Donc, comment on peut voir l'avenir à court terme et garder nos jeunes et voir rouvrir nos commerces quand ce sont des projets sur une période 10, 15, 20 ans? Monsieur Gaudreau? Oui. Écoutez, d'abord une précision. Je n'ai pas dit que la Chambre de commerce mettait 100% de son énergie sur la promotion de GNL. Là. J'ai dit dans l'énergie que vous mettez dans la promotion de GNL, je ne veux pas faire de jugement là-dessus, mais ce que je dis, c'est que dans ce volet-là de votre action, si on prenait juste la moitié de ça pour faire la promotion d'une transition vers l'économie verte, je pense que déjà, ça amènerait un discours différent. Je ne dis pas que je sais très bien, je participe au gala des Dubuc et compagnie, puis je lis tous vos documents que vous m'envoyez comme membre de la Chambre de commerce. Je trouve ça extraordinaire, je sais tout le travail que vous faites. C'est pas ça. Je pense que j'ai été mal compris. Mais sur les autres éléments, je veux dire, GNL n'est pas prêt, là. Moi, quand vous me dites, Elysis n'a pas d'investissement d'annoncer, Rio Tinto risque de faire des désinvestissements. Je n'ai pas dit qu'Elysis n'avait pas d'investissement annoncé. Là. Non. Il n'est pas en production encore. Ça, je veux dire, GNL non plus. GNL non plus, tu sais. Mais c'est justement, ça prend des années. Exact. Alors, si on n'a pas de projet là, même chose avec Elysis, je veux dire, puis même avec le retrait au mois de mars de Warren Buffett de GNL Québec, moi j'ai l'impression qu'au lieu d'avancer, à tout le moins le projet stagne ou recule. Mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde est au même niveau. Là, moi, je ne le sens pas plus en avance qu'un autre. Puis même BlackRock, qu'on pensait plus en avance, finalement, malheureusement, manque encore d'investisseurs pour bien ficeler son projet. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on se mobilise avec une vision concertée de la région. Puis, je veux juste ajouter une chose. Le dernier gros projet, là, qui a été annoncé dans la région, bien, il était justement en transition vers une économie verte. C'est Produits forestiers résolus pour la production de fibrocellulose à l'usine de Kenogami, 30 millions autour de 25 emplois. Alors, quand on me dit c'est pas concret en économie verte et en transition énergétique, je dis c'est faux. Parce que les derniers projets, là, le dernier qui a été annoncé, créateur de plus d'emplois dans le secteur industriel, c'est la fibre cellulosique à l'usine de Kenogami, 30 millions. Puis l'autre gros projet avant, là, ben, c'est le projet de parc éolien dans le parc des Laurentides, pas loin d'ici, quand on s'en va vers Québec, on le voit très bien, en énergie renouvelable. Fait que quand on compare les projets en économie verte versus les projets en économie traditionnelle, ben, c'est drôle. Moi, je constate plutôt le contraire, que c'est les projets en économie verte qui vont bien plus vite
présentement puis qui font des annonces. Et quand je regarde sur les perspectives à long terme, à travers le monde, les perspectives pour l'utilisation du gaz naturel liquéfié me semblent moins optimistes que les perspectives à long terme vers la production d'énergie renouvelable. Alors, moi, je veux un avenir de la région, pas juste pour les 10 ou 20 prochaines années. Moi, je vise un avenir de la région pour les 100, 150 prochaines années. Merci, M. Gaudreault. Il y a plusieurs questions, donc je veux qu'on ait le temps de laisser la parole. Eva Carissimi, justement, de Métaux BlackRock, a une question pour vous. Eva, je vous invite à débloquer votre micro. Oui, bonjour, bonjour, M. Gaudreault, M. Ouellet. Merci de prendre ma question. Alors, comme vous savez, Métaux BlackRock, on est toujours à ficeler notre financement. Je peux parler de BlackRock spécifiquement. Mais vous avez mentionné qu'il faut rendre la région, que ce soit le Saguenay-Lac-Saint-Jean, que ce soit le Québec, attrayant à des investisseurs. On se bute contre le manque d'investisseurs, peu d'investisseurs canadiens. La plupart, c'est des fonds privés. Ne sont pas canadiens. Comment est-ce qu'on fait pour rendre notre région, rendre le Québec attrayant à ces investisseurs qui viennent de l'extérieur? C'est une excellente question. Moi, je pense qu'il faut faire ressortir nos atouts. Nos atouts du Québec, mais les atouts du Saguenay-Lac-Saint-Jean également. On a au Saguenay-Lac-Saint-Jean des ressources hydroélectriques en abondance. On a l'énergie la plus verte au monde qui fait la jalousie d'un paquet de pays à travers le monde. On est l'Arabie saoudite de la production d'énergie verte et renouvelable et d'hydroélectricité à bon marché. C'est ce qui a fait d'ailleurs, moi j'ai une formation en histoire, c'est ce qui a fait que Alcan est venu s'établir ici dans les années 20. Même chose avec Price. Dubuc lui-même, GEA Dubuc, pourquoi il a établi la pulperie à Chicoutimi? C'était à cause de la facilité du pouvoir hydroélectrique qui était présent. Donc, ça, c'est le premier atout. Deuxième atout, c'est celui d'un emplacement stratégique et des facilités de transport extraordinaires. On en parlait tout à l'heure avec Mme Desforges et avec Carl et avec Port Saguenay. Ça demeure encore... il y a un F-18 qui me passe en haut de la tête. Alors, on a encore cet atout incroyable. Et c'était également une des raisons pour lesquelles on a Price et Alcan et Dubuc qui sont venus s'établir dans la région. C'était, oui, pour les ressources hydroélectriques, mais deuxièmement, pour les facilités de transport de notre région. Troisième atout, c'est la qualité de la main-d'œuvre. M. Fasfalis en a parlé tout à l'heure. On a une main-d'œuvre dans toutes les entreprises, notamment dans le groupe Gilbert, mais partout ailleurs, une main-d'œuvre compétente, une main-d'œuvre de qualité. C'est pour ça que je mettais, moi, dans mes picots importants là, pour consolider nos acquis, l'université et le réseau des cégeps au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ils font cette main-d'œuvre de qualité. Ça demeure un atout puissant. Maintenant, pour ce qui est des sommes et des investisseurs, on a la chance au Québec d'être un des seuls partenaires d'un système de bourse du carbone avec la Californie, qu'on appelle le système de plafonnement et d'échange des droits d'émission, le SPED ou la bourse du carbone avec la Californie, qui nous permet d'engranger des sommes importantes dans le fonds vert. Mais le fonds vert, jusqu'à maintenant, a été pas suffisamment utilisé. Moi, je pense que des sources comme celui-là, mais comme d'autres fonds qu'on est capable de créer, venant notamment des investisseurs privés comme le Fonds de solidarité de la FTQ, comme Fonds d'action CSN, peuvent devenir aussi des partenaires dans des projets importants pour établir des infrastructures industrielles, des manufactures. Alors moi, je pense qu'il faut mettre ça de l'avant. Merci beaucoup. J'ai une question et je vous invite à la poser. Donc, Jean Paradis, vous pouvez débloquer votre micro. Et je vous invite à poser une question, peut-être éviter les commentaires. On ne vous entend pas, M. Paradis? Pourtant, votre micro est débloqué, mais on ne vous entend pas.
On vous entend vraiment pas. Je suis vraiment désolée. Peut-être que vous pouvez écrire. Je vais lire. Mais peut-être en attendant la question, Monsieur Sylvain, je peux vous dire que s'il y a des bons projets et surtout en transition énergétique, la Chambre de commerce va être là pour les appuyer. Je vous en assure et je vous invite à travailler avec nous pour l'identification de ces bons projets. On y croit aussi à la transition énergétique, on y croit sincèrement pour l'avenir de notre région, de notre province et de notre planète, que ce soit le plus environnemental possible. C'est important pour nous, mais ça prend des projets qui existent vraiment. Alors, quand on aura, si vous avez des projets sur lesquels on peut travailler ensemble, ben, je vous tends la main. Et vous savez, on appuie, oui, évidemment, on appuie GNL, mais on appuie aussi BlackRock et Ariane. Et d'ailleurs, je voudrais vous entendre, peut-être, on a déposé une lettre, et vous l'avez reçue hier, à tous les députés du Saguenay-Lac-Saint-Jean, une lettre commune de l'ensemble des chambres de commerce du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui demande au gouvernement du Québec ainsi qu'aux autorités de BAP de relancer le plus rapidement et efficacement possible les travaux d'évaluation du projet d'énergie Saguenay. Oui. Évidemment, quand je vous dis qu'on appuie GNL, on appuie GNL dans une perspective, on a des demandes fermes à GNL en termes de développement économique, de développement environnemental, et c'est tout à fait clair pour nous que le projet ne passe pas comme lettre à la poste. Si vous pensez le contraire, détrompez-vous. C'est vraiment avec des demandes de siège social dans la région, d'investissement dans la région, de concertation avec le milieu et évidemment avec un esprit le plus environnemental possible. Donc, j'aimerais vous entendre là-dessus. Oui, tout à fait. C'est drôle que tu m'interpelles là-dessus parce que j'étais justement en train d'aller rechercher la lettre avant même que tu la nommes, là, parce que je voulais, avant que ça termine, je voulais absolument vous en parler. Je l'ai lu avec attention. Et pour vous montrer toute ma bonne foi, je pense que tout le monde est capable de reconnaître ça. J'ai toujours agi avec bonne foi, mais je veux vous le montrer encore davantage. Moi, je suis favorable à vous appuyer pour demander la reprise des travaux du BAP. Je ne serai jamais, jamais contre le BAP. Au contraire, c'est une institution, et tout à l'heure, on avait une question là, de Madame de BlackRock, là, Madame Kerry-Simi. C'est une autre de nos forces au Québec d'avoir des instances comme le Bureau d'audience publique sur l'environnement. Et bien sûr que je vais vous appuyer là, pour voir comment, peut-être en mode virtuel, là, on peut relancer les travaux du Bureau d'audience publique sur l'environnement. Ceci étant dit, vous savez que moi, je suis contre le mandat qui a été donné. Et une fois que le mandat est donné, je vais m'assurer qu'il soit fait. Parce que j'ai été le premier à demander dans la région que le Bureau d'audience publique sur l'environnement, sur le projet GNL, soit un seul bureau avec un mandat global de l'extraction du gaz jusqu'à son exportation sur les marchés. Le gouvernement a choisi de faire 2 BAP avec des mandats différents, un pour le gazoduc et un pour l'usine. Alors, moi, je pense que c'est pas ce qui aurait dû être fait, mais bon, c'est fait. Donc, ceci étant dit, je vais vous appuyer. Je peux écrire une lettre, je peux en parler au ministre de l'Environnement pour que les 2 BAP, ou entre le BAP sur Énergie Saguenay procède. Pour le reste de la lettre, j'ai beaucoup de questions. Ce n'est pas nécessairement l'endroit ici pour les poser parce que le temps file, mais ce que je souhaiterais peut-être, Carl et Sandra, c'est qu'on se reprenne un moment avec moi là, comme député pour qu'on puisse faire le tour du dossier, là, notamment sur la lettre que vous avez écrite. Merci, Sylvain. Jean Paradis, je pense que vous avez... est-ce que vous voulez réessayer? Oui, est-ce que vous m'entendez? On vous entend bien, Monsieur Jean. Bon, OK. Je voudrais juste attirer l'attention sur le domaine de l'agroalimentaire. J'aimerais ça que les députés nous parlent là, de la relance agroalimentaire, de l'indépendance alimentaire qu'on veut essayer de développer au Québec et d'utiliser l'hydroélectricité pour ce faire. Bon, M.
M. Gaudreau a parlé de notre hydroélectricité. Moi, je suis partant pour que ça puisse servir à des entreprises qui peuvent effectivement augmenter notre indépendance alimentaire et on devrait avoir des programmes particuliers pour soutenir, entre autres, la culture de serre et tout l'agroalimentaire au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais aussi au Québec, plutôt que d'utiliser 5 milliards de kilowattheures pour liquéfier du gaz fossile. Martin va y aller. Oui. Bon, merci beaucoup, M. Paradis, pour votre question. Effectivement, le Québec doit, dans cette zone de turbulence, trouver des opportunités et les exploiter. Et l'agroalimentaire, l'achat local, la production locale, ces circuits courts, doit être une clé de développement à être utilisée pour l'ensemble des régions du Québec, notamment le Saguenay-Lac-Saint-Jean. En disant ça, je veux faire accord à une proposition du Parti québécois qu'on a mis dans l'espace public la semaine dernière, de mettre de l'avant effectivement un programme pour les serres et les très petites serres. On sait qu'aujourd'hui, il y a des programmes qui existent pour des mégawatts au-deçà de 50 mégawatts. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que le gouvernement du Québec a déjà une stratégie pour les grandes productions. Nous, on veut que cette stratégie descende pour les petits et très petits producteurs. Et ces petits producteurs devraient effectivement avoir les mêmes tarifs que les gros ont. Si on veut réussir à trouver dans cette crise des opportunités de transformer notre mode de consommation, transformer notre mode de production, il faut travailler à la pièce avec l'ensemble des joueurs de la chaîne qui s'y trouvent. Donc ça veut dire que je sois en serre pour une petite production ou une plus grande production, il faut que les joueurs soient sur la même patinoire et ont accès à ces mêmes tarifs. L'hydroélectricité est un patrimoine qui appartient à tous les Québécois. Je peux vous en parler parce que j'en ai beaucoup sur mon territoire. C'est sur nos rivières qu'on a harnaché pour permettre l'érection des barrages. C'est aussi sur notre territoire qu'on voit les grandes lignes à haute tension. La Côte-Nord a accepté de participer à cet effort collectif de fournir de l'électricité à l'ensemble de nos concitoyens. Il faut effectivement qu'on ait l'opportunité aussi d'avoir des retombées et le Saguenay-Lac-Saint-Jean qui participe aussi avec ces différents barrages puisse effectivement tirer son épingle du jeu. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que l'ensemble du gouvernement du Québec devrait mettre la main à la pâte pour trouver les moyens financiers de permettre ces circuits courts et ces productions locales, mais d'autant plus pour les régions qui ont dans leur cours arrière la production hydroélectrique. On est à côté des barrages. On pourrait-tu effectivement avoir une opportunité d'en tirer un certain bénéfice pour nous aussi préparer notre relance économique et participer à renforcer notre tissu entrepreneurial et surtout notre tissu agroalimentaire pour que sur les tables de Montréal et de Québec, il y a aussi de plus en plus de produits régionaux comme les produits du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Merci beaucoup, Martin. Alors, c'est ce qui mettrait fin à ce beau rendez-vous. Merci beaucoup, Martin Ouellette et Sylvain Gaudreau. Ce fut fort intéressant. Vous savez, on est là pour discuter, on est là pour échanger des idées. Et j'aurais, avant de laisser la parole à mon président, Carl Laberge, j'aimerais que dans ce qu'on vit, dans la pandémie qu'on vit, ça nous donne le goût, même si on a des divergences d'opinion, de travailler ensemble pour l'avenir de notre région, parce qu'au bout du compte, c'est tout ce qu'on veut. On veut que notre région et le Québec prospèrent. Alors, c'est une main tendue. La Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Lac-Saint-Jean ainsi que tous mes collègues des chambres de commerce du Lac-Saint-Jean, on est très ouverts à travailler tous ensemble dans un esprit collaboratif avec toutes les opinions qu'il y a dans notre région. Alors, c'est important qu'on ait une vision commune. Ça ne veut pas dire qu'on a tous la même opinion, mais qu'on puisse travailler dans le même sens pour le développement de notre région. Alors, sur ça, je laisse la parole à Carl. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là et d'avoir répondu à l'appel. Sylvain, on se connaît, je t'apprécie beaucoup et j'ai hâte de travailler avec toi. Oui. Bien, si tu permets, avant de passer la parole à Carl, moi aussi, je voudrais remercier la Chambre de commerce et d'industrie du FIORS et du Saguenay. Et au nom de Martin également, je suis sûr qu'il se joint à moi pour vous remercier de votre accueil, de la discussion. Je pense qu'on aurait pu en parler encore au moins 1 heure, certainement. Puis, je veux juste terminer sur un élément qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, mais moi, je pense qu'effectivement, il faut qu'on se donne une vision régionale de développement. Et c'est ce qui manque. Malheureusement, avec la destruction des institutions de concertation, par exemple, comme les CRCD dans le temps ou la Conférence régionale des élus, on a perdu ces occasions
de pouvoir parler d'une seule voix de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et je pense que ça mériterait qu'on recrée des institutions de ce genre-là avec plus de pouvoir pour de la décentralisation dans les régions. Alors, sachez que je suis toujours disponible, je suis toujours ouvert et prêt à discuter pour l'avenir de notre région. Merci. Merci beaucoup, Sylvain. Merci beaucoup, Martin, également, d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Donc, discussion très, très intéressante. On le voit. On aurait pu, comme Sylvain, tu le dis si bien, là, en parlant encore pendant longtemps. Puis, on aura certainement l'occasion de refaire des exercices de ce genre, puis d'en reparler. Je fais écho à ce que Sandra dit. C'est certain qu'on est très, très intéressé à travailler avec vous autres et avec tout le monde aussi pour être capable de proposer des solutions pour relever les défis qui se pointent à nous autres là, dans ce nouveau monde un peu qu'on va avoir à redéfinir post-COVID. Et puis aussi, on avait déjà des défis avant. Là. On est une région là, qui avait besoin de se redéfinir déjà, qui avait déjà des besoins au niveau de la diversification économique. Donc, on voit que c'est toujours là. Je te remercie aussi pour les bons mots concernant le positionnement stratégique du port. Ça me fait toujours plaisir de l'entendre, de voir qu'on peut toujours compter sur ton support. On est vraiment à la même place là-dessus. Donc, c'est vrai que c'est je ne peux pas dire que ce n'est pas un avantage stratégique, c'est un avantage pour nous autres aussi d'être capable d'utiliser les meilleurs moyens de transport. Donc, c'est certainement une des clés de notre succès dans l'avenir. Donc, sur ça, je remercie tout le monde. Je vous souhaite une bonne fin de journée puis au plaisir de vous revoir. Puis continuez à suivre les événements de la Chambre de commerce. Il va en avoir d'autres. Ça va être toujours aussi intéressant. Merci, au revoir. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.